Ce qu'il faut faire, ce n'est pas une transition énergétique, c'est une amputation énergétique. Il faut enlever les fossiles, à savoir 80% de l'énergie mondiale. Quand on parle de transition, on identifie des phases. On va se dire qu'il y a eu la phase bois, la phase charbon et la phase pétrole et plus, quoi, disons. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Eh bien que c'est la manière dont son ancienne histoire de l'énergie et l'histoire des techniques, et c'est un désastre. Que c'est faux d'un bout à l'autre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est que, par exemple, au XIXe siècle, les pays industriels qui consomment le plus de charbon sont aussi ceux qui vont consommer le plus de bois. Ne serait-ce que pour les mines elles-mêmes. Pour les mines, pour les chemins de fer, et puis pour la croissance économique, pour l'emballage, pour la construction des maisons. Mais si on se concentre sur les mines, le cas intéressant pour les mines, parce que, alors c'est pas du bois de feu, mais c'est du bois énergie, puisque c'est du bois qui sert à faire de l'énergie. Vous prenez la manière dont on raconte l'histoire de la révolution industrielle dans des ouvrages de référence, pas dans la littérature de mauvaise qualité, dans les ouvrages actuels de référence sur l'histoire de l'énergie, vous avez des graphes magnifiques où on vous explique que l'Angleterre ne consomme plus de bois énergie, il n'y a plus de bois dans son mix énergétique. Manque de chance, l'Angleterre en 1900 utilise 4,5 millions de mètres cubes de bois pour boiser les mines, pour extraire du charbon, et c'est plus que ce qu'elle brûle au XVIIIe siècle. Donc c'est bizarre, une transition, on utilise plus de bois, de l'énergie précédente que l'énergie nouvelle. Une espèce de paradoxe de Jevons. C'est le Jevons, mais décalé. C'est pas le charbon qui fait consommer plus de charbon, là c'est le charbon qui fait consommer tout en fait, en plus. Voilà. Et d'une certaine manière, le cas de l'Angleterre, c'est juste un exemple, mais tous les pays, c'est comme ça. C'est-à-dire tous les pays se mettent à consommer de plus en plus de bois, pour toutes les raisons que je vous ai mentionnées, mais dans les mines en particulier. En plus, quand je vous dis l'Angleterre, c'est 4,5 millions de mètres cubes de bois pour les mines, mais ça veut dire que c'est du bois d'œuvre. Et pour faire en gros une serre de bois d'œuvre, il faut 4 fois plus d'espace que pour faire une serre de bois de feu. Donc ça veut dire que l'Angleterre en 1900, pour son énergie, repose sur une surface forestière 4 fois plus grande que sa surface que pour l'énergie en 1750. Donc vous voyez, en fait, l'histoire de la transition, elle simplifie beaucoup trop. On a l'impression que parce qu'on a changé de combustible, on a fait une transition. Non, c'est beaucoup plus compliqué. On se focalise sur les moteurs aussi. On dit il y a des transitions comme ça, du charbon au pétrole, parce qu'effectivement, on ne va plus utiliser de machines à vapeur, on va utiliser des moteurs diesel. Sauf que ces moteurs diesel, ils utilisent de l'acier, ils font avancer des engins en acier, et tout cet acier nécessite du charbon. C'est pour ça que plus vous consommez de charbon, plus vous consommez de pétrole, en fait, plus vous consommez de charbon, ou peu s'en faut. Bon. Donc voilà, vraiment l'histoire transitionniste phasiste de l'énergie, elle est aussi répandue que fausse. Ça, c'est vraiment un point important, et je pense que c'est très important d'avoir ça en tête pour comprendre que le discours, l'idée que il y a une nouvelle phase maintenant qui va être les renouvelables, c'est beaucoup trop simple, et que avec cette idée de transition, on a largement euphémisé la transformation qu'il faudrait opérer, et d'une certaine manière, le discours de la transition a été et continue d'être une forme de déni du changement climatique. C'est ça le problème. Et c'est quoi une meilleure manière éventuellement de le représenter ? Est-ce que c'est... Ce qu'il faut faire, ce n'est pas une transition énergétique, c'est une amputation énergétique. Il faut enlever les fossiles, à savoir 80% de l'énergie mondiale. Donc je pense déjà... Parce qu'en fait, la façon dont on a pensé la transition... Comment ça s'est établi ? En gros, vous avez la mise en place d'une réflexion qui est basée sur la courbe logistique de substitution, la courbe en S. Vous allez avoir une diffusion des renouvelables qui va nécessairement entraîner une diminution des fossiles. Mais déjà, non. On peut très bien avoir tout plein de renouvelables et les fossiles qui perdurent. Et au fond, c'est ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, l'un n'empêche pas l'autre. On a plaqué cette vision substitutionniste fondée sur la courbe de diffusion qui marchait plus ou moins bien sur les formes de substitution technologique. Je dis plus ou moins bien parce que depuis les années 1930, les ingénieurs étudient effectivement des diffusions technologiques. Alors, par exemple, pour certains produits pharmaceutiques, ça marche bien. Pour le maïs hybride aux États-Unis dans les années 30, ça marche bien. Vous voyez, vous avez une substitution logistique du maïs du maïs normal vers le maïs hybride. Et on a plaqué ça sur l'énergie en disant on va considérer toute l'énergie mondiale comme une sorte de grand marché où il y aurait des technologies en compétition et elles vont se substituer les unes aux autres. Mais ça, c'est faux. Et le problème, c'est que cette idée de transition, elle s'ancre dans l'histoire. Et d'ailleurs, quand elle émerge, c'est toujours à partir d'un raisonnement historique.
Par le passé, il y a eu des formes de transition, et maintenant, il faut faire une nouvelle transition. C'est toujours une notion qui est à cheval entre passé et futur. Mais qui fait ça? Enfin, c'est-à-dire, comment ça a commencé donc cette histoire de transition aussi, elle existait déjà autour de la Révolution, on parlait d'aller vers du charbon. Et depuis, ça a toujours été ce futur proche ou moyen terme qui va nous permettre de résoudre un problème grâce à l'énergie, quoi, quelque chose comme ça. C'est ça l'idée Alors, l'idée de transition énergétique, elle est ancienne, mais comment dire, c'est de la littérature qui a fait du commerce en vérité. C'est des philosophes qui en parlent, qui ne connaissent rien, des historiens qui racontent n'importe quoi. Des gens comme Geddes ou Mumford qui disent des choses ahurissantes quand on y réfléchit. Quand on lit Mumford, qui est considéré comme un grand historien des techniques, dans Techniques and Civilization, il s'étonne de voir que les techniques du bois perdurent à l'âge du métal. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, à son époque, on consomme de plus en plus de bois, de plus en plus de papier, de plus en plus de bois pour la construction, etc. Le bois n'est absolument pas vieux jeu, quoi. Enfin, c'est vraiment une vision très, très bizarre. Bon. Alors, en fait, ce discours, il vient des industriels au départ. Je vous dis, ça vient des entrepreneurs des mines dès la fin du XVIIe siècle. Mais alors, au XIXe siècle, c'est assez amusant, j'ai écrit un article récent qui s'appelle The Age of, qui est là-dessus sur l'émergence de cette trope de l'âge de. Et en fait, vous voyez les titres des revues techniques qui sont créées à partir des années 1850, The Railway Age, The Steam Age, The Age of Steel, The Petroleum Age, The Coal Age, Atomic Age. Alors ça, l'Atomic Age, ça c'est impressionnant, c'est un phénomène linguistique majeur dans les années 1950. Vous avez des dizaines de milliers d'occurrences, tout doit être revisité à l'âge atomique, c'est très rigolo. Pourtant, vous voyez, l'importance économique de l'atome est assez limitée. Donc, cette notion, elle vient vraiment de la propagande industrielle, de la promotion industrielle, de gens qui expliquent que, en fait, en disant ça, en inventant une revue, en disant, voilà, ma revue, elle va s'appeler Petroleum Age, l'âge du pétrole. L'astuce, c'est que vous vous placez dans un grand récit évolutionniste que les préhistoriens avaient mis au jour sur âge de pierre, âge de bronze, âge de fer. Hein. Ça s'inscrit dans ce grand discours du progrès. Vous vous inscrivez dans la filiation de tout le progrès matériel, etc. Et vous annoncez un nouvel âge. Bon. Mais c'est un procédé rhétorique assez basique. Ce qui est étonnant, c'est que des historiens et des philosophes comme Geddes et Mumford et bien d'autres prennent ça pour argent comptant. Et c'est un discours. C'est-à-dire les experts, les ingénieurs du Geological Survey aux États-Unis, les ingénieurs pétroliers, les forestiers, etc., ils savent très bien que c'est pas vrai. Et ils s'en moquent, quoi. Ils le disent, c'est un raccourci aussi brillant que trompeur. Ça, c'est un ingénieur pétrolier qui dit ça en disant, mais ne pensez surtout pas que le pétrole va remplacer le charbon. Pour une raison toute simple, c'est que le pétrole, ça sert principalement à faire avancer des voitures. Une voiture en 1930, l'ingénieur dont je parle, c'est un ingénieur des années 30, ça consomme 7 tonnes de charbon pour être produite. À savoir plus en poids que le pétrole qu'elle va utiliser dans toute sa durée de vie. Voilà. Et là, ça ne prend pas en compte toute l'infrastructure pétrolière, les routes, etc., plein d'autres consommations de charbon. Donc c'est sûr qu'il y a des calculs qui sont faits. En Angleterre, dans les années 30, pour chaque tonne de pétrole brûlé, il a fallu 2,5 tonnes de charbon pour rendre possible la combustion de ce pétrole, pour construire la voiture, pour construire les pétroliers, pour construire les réservoirs, pour construire, etc. Bon. Donc c'est sûr que cette idée de transition, c'est une idée très hétérodoxe, un peu bas de gamme, qui vient de la littérature de promotion industrielle. C'est un discours, au fond, qui est hétérodoxe et qui va devenir le mainstream. C'est ça qui m'a intéressé dans un papier qui s'appelle, c'est un papier de la Revue d'Histoire moderne et contemporaine qui vient de sortir, où je essaie de comprendre pourquoi cette notion s'est imposée dans les années 70, pas avant. Alors, cette notion, elle vient au départ, disons la première fois que des experts commencent à la muscler un peu théoriquement et empiriquement, c'est des experts qui sont des savants atomistes américains, qui ont travaillé au projet Manhattan, qui sont des savants de gauche, qui sont horrifiés par ce qu'ils ont fait, par la bombe atomique, et qui essayent de montrer que l'atome, en même temps qu'être un horrible objet de destruction, pourrait devenir, en fait c'est la clé pour sauver l'humanité d'un péril qui est le péril de l'épuisement des ressources. C'est pour ça que c'est des savants qui sont à la fois atomistes et néo-malthusiens. Ils sont vraiment à l'intersection de ces deux imaginaires. Mais ça a toujours été sur les transitions précédentes également, non? Alors est-ce qu'il y avait... Oui, sans doute, il y avait, chez Jevons par exemple, il dit voilà, à l'âge du charbon, il faudrait qu'il y ait l'âge d'autre chose. Donc là, c'est bien l'idée d'un épuisement. En vérité, dans l'histoire de l'énergie,
Évidemment, le charbon se développe alors qu'il y avait encore beaucoup de forêts. Enfin, je veux dire, aux États-Unis, c'est très clair en particulier. Et le pétrole se développe alors qu'il y a encore énormément de charbon. Donc, c'est pas du tout une question d'épuisement. Mais toujours dit effectivement que l'imaginaire malthusien est au fondement effectivement d'un discours de la transition. Mais les savants atomistes, c'est important parce que pour eux, il y aura vraiment une transition, tout simplement parce qu'il n'y aura plus de fossiles. Et donc, forcément, il y aura autre chose, ça sera l'atome. Et donc, c'est un argument défensif au départ, parce que les économistes américains disaient oui, non, mais l'atome, dans les années 50, ça ne sera jamais compétitif, c'est pas très intéressant, etc. Et ce qu'ils disent, mais ils n'ont rien compris, ces économistes. Le but de l'atome, c'est pas d'être compétitif maintenant face au charbon, c'est d'être là quand il n'y aura plus de charbon. Donc, c'est vraiment dans ce milieu très particulier de savants qui sont à la fois des savants atomistes, et d'ailleurs, dans Energy Transition, transition énergétique, au départ, c'est un terme de physique nucléaire. C'est un électron qui change d'état autour de son noyau. Donc c'est sûr que ça vient vraiment de ce petit milieu-là. C'est aussi un discours qui est inspiré d'une autre transition qui était la transition démographique, expression qui remonte à 1945. Donc c'est vraiment dans ce milieu-là que la notion de transition énergétique émerge. Mais une fois encore, par rapport à l'ensemble des économistes, des industriels, du pétrole, du charbon, etc., c'est pas grand-chose. Et donc c'est seulement à la faveur du choc pétrolier de 1973 et avec la diffusion d'une autre notion qui est celle de crise énergétique que la notion de transition énergétique va se diffuser et s'imposer dans l'espace public, d'abord américain, puis dans le monde entier.